Bienvenue à tous sur Média TV Afrique. Le respect de la limitation des mandats présidentiels en Afrique était au centre d'un forum qui s'est tenu en octobre 2019 à Niamey, la capitale du Niger. Une occasion pour le président nigérien de réaffirmer son engagement à quitter le pouvoir en 2021 au terme de ces 2 mandats. Quels sont les enjeux et défis liés à la limitation des mandats en Afrique et surtout quelles sont les réalités? Les réponses dans le Talk Afrique de ce jour en compagnie de M. Désiré Angoura. Il est écrivain et analyste politique. Bienvenue M. Désiré Angoura. Bonjour monsieur. Avec vous, M. Anissé Douourou, il est également analyste politique et urbaniste. Bienvenue, M. Anissé. Bonjour monsieur. Comme nous le disions à l'entame de cette émission, le thème c'est limitation des mandats présidentiels. Quel défi, M. Désiré? Quel est votre regard? Je pense que, comme vous le dites aussi bien, c'est un réel défi. Dans la mesure où nous avons entamé notre chemin démocratique il y a quand même quelques 5-6 décennies, depuis nos indépendances. Pour beaucoup de pays, cela a commencé il y a peut-être une vingtaine, une trentaine d'années. Au stade où nous en sommes, il est bon de faire un bilan. Et s'il y a un forum qui a eu lieu au mois d'octobre 2019 à Niamey, c'est bien parce que la problématique est réelle. Quel défi ? Un réel défi au sens où il faut absolument que nous parvenons à nous organiser, à avoir une gouvernance telle que finalement chaque citoyen se sente bien dans l'action qui est menée à son profit. Donc je voudrais m'en tenir juste à ce petit point pour dire que de toute façon, il y a du travail à faire. D'accord, très bien. On parle la plupart du temps de démocratie. L'Afrique et nos pays sont des pays à jeune démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Monsieur Douourou, est-ce que la démocratie, elle sied à l'Afrique selon vous? Merci. Je pense que la démocratie, qui est un outil de gouvernance, d'autant plus que le pouvoir vient du peuple, en Afrique, on peut utiliser la démocratie aussi comme outil de gouvernance. Mais le problème, c'est qu'on a l'impression de regarder nos gouvernants, souvent, ils sont ingrats. Ils sont ingrats vis-à-vis de la population, à qui le peuple qui leur a donné le pouvoir. Et cela est une manière qui est difficile à comprendre, d'autant plus que lorsque vous présentez un projet de société et qu'on vous choisit, en retour, il faut que vis-à-vis de ce peuple-là, vous ayez non pas des droits, mais plutôt des devoirs. Et cela se trouve le problème en Afrique. Donc on pourrait aussi parler d'adaptabilité de cette démocratie-là, la manière de gouvernance de nos villages ou de nos régions, où on pourrait revoir et repenser la démocratie à l'africaine. Plusieurs chefs d'État arrivent au pouvoir et souvent pour se maintenir au pouvoir, il y a le changement de la Constitution. Bon, c'est vrai que je l'ai dit, pour se maintenir au pouvoir, mais quelles sont les raisons fondamentales de toutes ces modifications de Constitution? Je pense que toutes ces modifications n'ont pas lieu d'être, il faut se le dire tout de suite. À la vérité, lorsque nous avons une loi fondamentale qui constitue donc le socle de nos pays, le socle de notre démocratie, tout ce qui est consigné dans cette loi fondamentale doit être respecté. Respecté, question de servir de modèle, non seulement aux générations actuelles, mais aux générations qui vont arriver. Mais malheureusement, l'Afrique est rentrée dans ce type de balai où chacun se dit, une fois que j'ai acquis le pouvoir, il ne faut pas partir. Il faut s'accrocher parce que il y a à la fois, j'allais dire, la gloire, les honneurs, et puis, ne nous le cachons pas, l'argent. Et alors on s'accroche. C'est un mal pour nous, Africains. C'est ce que je pourrais dire dans un premier temps. Tout à l'heure, vous évoquiez cette notion qui est très, très, très importante. On sert le peuple, on a des devoirs vis-à-vis du peuple. Vient-on au pouvoir pour s'enrichir
pour servir le peuple, pour mettre les moyens qu'on a à la disposition du peuple? Quel est le courant de pensée en Afrique? Oui, pour reprendre quelqu'un, il dirait violente question. Effectivement, c'est ça le problème. On a l'impression que nos gouvernants, ou du moins c'est le politicien qui aspire à devenir président, parce que devenir président, je pense que c'est une bénédiction. Parce que vous n'êtes pas le plus intelligent, ni le plus nanti. Mais si vous y arrivez, vous devez dire à Dieu, parce que moi je crois en Dieu, je dis à Dieu merci. Mais donc vous venez là pour servir, non pour vous servir. Il y a un problème de conscientisation de la vie politique en Afrique. Et vous verrez, la plupart du temps, certaines personnes, dès qu'elles arrivent au pouvoir, c'est fini. Elles ne réfléchissent plus pour mettre en œuvre son programme de société, si elle en a vraiment. Mais elle réfléchit comment elle doit s'accaparer du pouvoir. Et alors elle dira, aujourd'hui nous sommes en 2020, alors je suis venu au pouvoir, il faut que je reste là jusqu'en 2070, comme s'il était Dieu, comme s'il était le peuple. Mais Dieu là, c'est le peuple. Et c'est le peuple qui doit choisir. C'est le peuple. À un certain moment, au bout de 5 ans, au bout de 4 ans, selon les différentes formes de gestion qui sont mises en place, on retourne devant le peuple pour dire, vous m'avez donné un mandat de temps, bon, j'ai fait, alors je viens encore vous solliciter pour que vous puissiez m'accorder un deuxième mandat. Mais ce n'est pas ça le cas. Le problème véritable en Afrique, comme dirait l'autre, c'est le problème de l'Afrique aujourd'hui réside au niveau de ses présidents. C'est eux qui créent les problèmes majeurs que nous vivons aujourd'hui. On se rend compte des fois que dans les pays développés qu'on prend pour modèle, lorsqu'il y a des dirigeants, que ce soit les ministres ou des hautes autorités, quand il y a un scandale ou une inefficacité dans leur cahier de charge, automatiquement ces personnes démissionnent. Est-ce que ça existe ici en Afrique? Alors, cher ami, ne vous attendez pas à ce que des Africains démissionnent parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ici en Afrique, un chef ne démissionne pas, un chef d'État ne démissionne pas. Je vous l'ai dit d'entrée, en étant au pouvoir, vous avez la gloire, les honneurs, l'argent. Et je vous dirais simplement que nous n'avons pas conscience de ce que, comme disait M. Douaou, nous n'avons pas conscience de ce que c'est le peuple qui distribue le pouvoir. Vous ne pouvez pas être au-dessus du peuple. C'est Barack Obama qui disait comme ça, à la question d'un journaliste, il a répondu en disant « J'aime bien mon job, je dois partir. En clair, ce n'est pas parce que c'est doux pour parler comme chez nous que je dois rester ici et continuer. Quelle que soit la qualité de votre travail, quelle que soit votre intelligence, eh bien, lorsque des règles sont établies, ces règles-là, vous les respectez. Sinon, tous les Africains savent très bien qu'être au pouvoir, pour reprendre l'expression, c'est doux, mais ce n'est pas une raison pour rester pour toujours. D'accord, très bien. Il y a le président nigérien Issoufou Mahamadou à l'ouverture du forum à Niamey le 2 octobre 2019 qui a affirmé ceci: « Je crois à la nécessité de l'alternance démocratique qui permet la respiration démocratique. Mon désir le plus ardent est de passer le pouvoir en 2021 à un successeur démocratiquement élu, ce qui sera ma plus grande réalisation et une première dans notre pays depuis son accession à l'indépendance. » Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase forte? Déjà, nous pouvons dire que c'est une vision que nous voudrions voir se répandre sur tous les pays africains. Et que le président Issoufou, qui après 2 mandats prend de la hauteur, il le dit, avant lui, il y avait Mandela, cet exemple que nous sollicitons pour nos différents pays. Et nous voudrions saluer tous ces présidents-là qui pensent qu'ils ne sont pas là pour y demeurer. Ils sont là pour apporter quelque chose, ils sont là pour venir guérir les situations de leur peuple. Et lorsqu'ils ont fini, ils donnent le relais à quelqu'un d'autre pour venir faire respirer leur pays. On n'a pas la potion magique. Et quand vous voyez ces personnes qui sont rares en Afrique, je pourrais citer aussi le président rwandais qui a dit que lui, le prochain mandat, c'est son dernier mandat, et ils sont à mettre dans le panthéon des présidents à féliciter. Ils ne sont pas beaucoup.
Mais je crois que tous regardez des pays, par exemple, qui ont pu respecter cette limitation, qui ont pu, à un moment, quitter le pouvoir. Ces pays-là respirent. À côté de nous, il y a le Ghana, qui va bien. Souvent, on attend nos politiques dire, ou l'SBI dit, c'est lui l'homme de la situation. Si ce n'est pas lui là, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Quand même Dieu ne dit pas ça. Voilà. Oui, sur la même question, M. Angoura. En tout cas, sur la question, je dis, il faut que nous y allions franchement, honnêtement et de façon déterminée. À savoir que, même si le pouvoir est une bonne chose, une chose qui nous grandit et fait de nous des gens puissants, comme on dit, nous avons tort de penser que nous sommes les plus intelligents, les seuls capables d'accomplir telle ou telle mission. Après vous, quand vous avez fini vos 2 mandats, que vous partez, il y aura toujours quelqu'un qui est né quelque part, qui viendra apporter son grain de sel. Un pays de plusieurs millions d'habitants, c'est plusieurs millions d'intelligences. Et il faut en tenir compte. Et quand on est convaincu qu'on est le seul à pouvoir faire avancer le pays, c'est une erreur. J'allais dire, c'est une faute parce que cela nous met dans des situations difficiles. Voyez-vous, dans certains pays, quand vous avez fini votre mission et que le peuple lui-même, à la faveur des élections, vous dit, bon, écoutez, allez-y, vous reposez et que vous partez en respectant les règles, l'histoire vous retient. Pourquoi les dirigeants africains n'aiment-ils pas rentrer dans l'histoire? Les anciens présidents, c'est un plaisir de dire c'est l'ancien président de tel pays. Pourquoi les gens n'aiment pas ça? Peut-être qu'ils rentrent dans l'histoire, mais autrement. Ils rentrent dans l'histoire à partir des pages noires. Et c'est triste. Quand nous les regardons, nous disons, il y a des gens qui ont de la valeur, et s'ils ont une haute philosophie de la vie, ils pourront donc avoir une haute philosophie du pouvoir et donc mieux gérer le pouvoir. Je cite l'exemple du président Senghor. En 1981, Senghor, grand poète, président, donc c'est nos premiers présidents, il s'est levé, il a dit qu'il avait fait suffisamment, qu'il y a une génération derrière lui qui pourrait continuer le travail. Et alors, il a cédé le pouvoir, il est parti, la suite, on la connaît. Écrivain, il a continué sa mission. Je voudrais finir en disant, nos chefs d'État ont un problème. Ils se laissent engluer totalement dans la politique, même quand ils ont un autre métier avant d'arriver là. Engluer dans la politique, à tel point qu'à un stade donné, ils s'imaginent que s'ils ne sont plus présidents, ils ne sont plus rien, ils ne peuvent plus rien faire. C'est faux. Avec un peu d'imagination, il y a toujours quelque chose à faire. Ne serait-ce que même écrire sur le métier que vous avez exercé avant de devenir président. Ne serait-ce que écrire vos mémoires. Les Européens, les Occidentaux le font. Pourquoi nous on ne le ferait pas? Il faut les libérer. Il faut qu'ils apprennent à faire autre chose en dehors du pouvoir. Le maintien au pouvoir de certains chefs d'État, quelles sont les conséquences sur l'Afrique? Même pas sur les différents pays, mais sur l'Afrique elle-même, parce qu'il y a plus de 10 présidents qui ont modifié la Constitution pour se maintenir. Il y a par exemple 21 leaders qui ont quitté le pouvoir dans 14 pays africains grâce à une disposition depuis 1990. Depuis 1990 également, 26 chefs d'État sortants ont été battus par des candidats de l'opposition. Mais plus de 10 chefs ont tripatouillé la Constitution ou bien une Constitution taillée sur mesure pour se maintenir. Quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est ce que nous voyons chaque fois dans nos pays. On dit on est en voie de développement, on est sous-développé, mais nos actions de développement ne vont même pas loin que notre nez. On a un véritable problème de stratégie et de création d'emplois. Parce que je vous disais tantôt que celui qui se bat pour rester au pouvoir ne réfléchit plus. Il s'attelle seulement à voir comment il pourrait s'accaparer de ce pouvoir-là. Donc il ne réfléchit plus. Donc il n'apporte plus à la majorité. C'est-à-dire qu'au peuple, il ne donne plus rien. Il se confine à trouver des stratégies. Et ces stratégies-là sont de demeurer au pouvoir. Mais le problème majeur, c'est qu'en Afrique,
nous avons un problème de structuration. Nos États, on a un problème d'institution dans nos États. Regardez on ne veut pas d'hommes forts, on veut des institutions fortes. Oui, on ne veut pas d'hommes forts. Moi, je suis de ceux qui disent que il y a des modèles. Nous regardons en Angleterre, par exemple. La reine d'Angleterre est reine, mais elle ne gouverne pas. C'est le Premier ministre qui gouverne. Regardez même aux États-Unis, où on pense que le président est tout puissant. Regardez actuellement. On parle d'institutions. Voilà. Il y a des limites. Il y a des limites. Le président a des limites. Regardez par exemple chez nous ici, on pense que lorsqu'on a une opposition forte, c'est qu'on est un plaisantin, on n'est pas un président, c'est pas moi le président parce que mon opposant il est... Non. Quand on regarde aux États-Unis, on voit les démocrates et les républicains. C'est les républicains qui sont au pouvoir, mais actuellement les démocrates ont toute la qualité de déranger, si vous permettez l'expression, celui qui est à la tête de l'exécutif. Mais c'est cela. Nos pays doivent maintenant mettre en place les bases d'avoir des institutions fortes. Parce que quand vous voyez, dans certains pays, c'est le président qui décide. C'est lui qui choisit les ministres, c'est lui qui choisit le président de l'Assemblée nationale, c'est lui qui choisit le président du Sénat, c'est lui qui choisit le procureur de la République, le procureur général. Donc, vous voyez, c'est comme s'il avait un aval de faire tout ce qu'il veut. Donc, il va à son tour marginaliser le peuple pour pouvoir mieux l'exploiter, mieux le diviser. Et donc, c'est la stratégie. Voilà, je retiens, il a prononcé un mot, un aval. Simplement pour dire qu'au fond, il s'imagine que tout lui appartient. Mais tout ne peut pas appartenir à un individu parmi tant de gens. C'est une caution que nous donnons en tant que peuple. Et une fois que cette caution est donnée, vous devez avoir l'honnêteté de dire « j'ai fini » ou bien « je ne peux plus continuer ». Prenez en France le président Hollande. Il a fait un mandat. Et au cours de son mandat, il a analysé toutes les difficultés qu'il a eues. Il s'est dit, si je veux continuer, ça risque de poser d'autres problèmes. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a obligé à s'en aller. Il a décidé donc de mettre fin à son parcours et de s'en aller. C'est pour ça que je dis, les Africains sont loin de ce type de comportement parce que nous voyons le pouvoir comme un butin. J'ai lutté, j'ai ce butin, je le tiens. Et pour que je continue de le tenir, même si les textes me disent que j'ai fini ma mission, eh bien, moi, je ne suis pas d'accord. Je leur dirai que je suis le plus intelligent, le plus beau, et que ma mission n'est pas finie, je veux les servir, et je vais continuer. Soit dit en passant, j'ai fait un roman, Montezo, l'honneur de la tribu, qui a eu le Grand Prix d'Adier ici, et puis, bon, ce monsieur Montezo arrive en se disant que lui, c'est le pouvoir ou rien. Et quand bien même il fait des élections, il participe à des élections, il échoue, mais il va perpétrer un coup d'État. Lequel coup d'État ne lui fera pas du bien forcément. C'est pour dire simplement, ne soyons pas, nos dirigeants ne doivent pas être traîtres, ils ne doivent pas trahir le peuple. Justement, le peuple qui donne le pouvoir, dans de telles conditions, quand le peuple se sent trahi, quand le peuple a l'impression que le pouvoir qu'il a donné ne sert pas à ce à quoi ça devait servir, comment le peuple, comment la classe politique, comment la société civile doit réagir? Elle doit réagir comme tout être qui se sent offusqué. Vous savez, je prends une image, vous faites tout pour quelqu'un, il devient quelqu'un, et puis demain il vous tourne le dos. Vous êtes frustré. Voilà, vous êtes frustré. C'est cette réalité qu'a. Il y a un adage, Annie, qui dit que ne t'entends pas à ce que quand tu prends une branche et que tu prends un bout de bois, du moins, que tu lances à un singe, et que lui, de là-haut, il te renvoie ce bout de bois-là avec une certaine force, ne pense pas que lui, il va te rater. Il ne va pas te rater, c'est la chose. C'est pour dire quoi? C'est-à-dire que quand ces personnes confisquent même le plus petit pouvoir du peuple, c'est-à-dire que celui de choisir, celui de aussi participer à la projection du pays. Quand le peuple est ainsi, c'est comme de l'eau qui, lorsque le talweg est obstrué, il cherche d'autres voies à continuer son passage. Donc vous verrez des soulèvements,
vous verrez des révoltes. J'ai jamais aimé les rébellions, mais ça arrive à là quand on gère mal ce pouvoir qui vous a été confié pour un instant bien défini, et que vous l'utilisez mal. Bon. D'accord. Sur la limitation des pouvoirs, il y a un débat qui se fait tout le temps là-dessus. Il y a des personnes qui sont contre la limitation du pouvoir et elles le justifient. Elles disent par exemple que ce n'est pas démocratique car cela va priver le peuple de leaders performants. Plusieurs vieilles démocraties telles que l'Allemagne et la Grande-Bretagne n'ont pas de telles dispositions. Ces personnes sont contre le fait qu'on puisse limiter les mandats. Qu'est-ce que vous dites? Alors, moi, je prends tout de suite le contre-pied de cet argumentaire. La démocratie, dans sa définition, le pouvoir, la gestion du pouvoir, le pouvoir du peuple par le peuple, eh bien, cette gestion-là signifie que chaque élément du peuple, en fonction de ses capacités, doit pouvoir contribuer à faire évoluer son pays. Cela veut dire quoi? Que lorsque nous avons un président, même efficace, travailleur, on ne peut pas dire qu'en dehors de lui, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas d'autres. On l'a dit tantôt. Il faut donner la chance à d'autres citoyens de montrer ce qu'ils ont dans le ventre. Vous voyez, c'est un peu comme les artistes. Dans une génération, vous voyez des artistes, ils sont là, vous vous dites, ah, celui-là, vraiment, il est bon. 10 ans, 20 ans plus tard, vous voyez que non, dans une autre génération, il y en a d'autres qui sont encore plus forts que ceux que vous avez appréciés 20 ans auparavant. Pour vous dire que la qualité ne finit pas. Donc, quand on a fini, s'il vous plaît, quand un homme a fini, qu'il ne se surestime pas et qu'il se dise en toute humilité, avec le discours qui sied, de dire « j'ai fait ma part, je voudrais vous remercier, je voudrais que d'autres continuent après moi et fassent mieux que moi ». Je finis en disant, le président Houphouët-Boigny le disait, j'ai entamé un travail, j'ai créé des sentiers, des sillons, d'autres générations viendront élargir tout cela. Et je crois que c'est ça qui doit gouverner notre démocratie, notre jeune démocratie africaine, et nous conduire sur des chemins qui nous permettent d'éviter tous ces problèmes que nous connaissons, parce que nos problèmes ces 30 dernières années sont liés au déni, j'allais dire, de démocratie, au manque de démocratie, au non-respect même de notre loi fondamentale. Et c'est tout cela qui nous conduit dans les conflits que nous vivons aujourd'hui. Ils sont fautifs, tous ces dirigeants. Voyons un peu les arguments de ceux qui sont pour qu'on puisse limiter les mandats. Ils disent que la gestion d'un pays n'est pas l'affaire d'un seul homme. Tous ceux qui ont modifié leur constitution n'ont pas un bilan toujours positif à défendre. Quoi de neuf à apporter? Et ils estiment également que cette disposition est utile pour que la démocratie soit bien enracinée en Afrique. Et dernier argument, faciliter l'alternance et le chef de l'État de quitter le pouvoir avec honneur. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'ils disent? Moi, je pense, c'est ce que je disais un peu plus tôt, je disais qu'il y a un problème d'institution. Vous voyez, donc il y a un problème de contrepoids. Vous savez, lorsqu'il n'y a pas de contrepoids, celui qui est au pouvoir, il pense qu'il a tous les pouvoirs. Est-ce que vous voyez? J'ai entendu une fois un président de l'Assemblée nationale d'un pays africain qui disait que moi, à partir d'aujourd'hui, je prends la résolution d'être au service de l'exécutif. La présidente de l'Assemblée nationale. Si la présidente de l'Assemblée nationale est au service de l'exécutif, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on attend comme un contrepoids dans ce pays? Oui, la séparation des pouvoirs. Voilà. S'il n'y a pas de séparation de pouvoirs, on a un problème. Et ce problème-là, qui est un contrepoids, qui n'existe pas, on va arriver à des niveaux où on va trouver toujours des bourbiers. Voilà. Et donc, moi, je dis que ce n'est pas comment on appelle ça, le genre, du moins ça, être pour les limitations des mandats ou contre. C'est pas ça le plus important. Pour moi, le plus important, c'est la mise en place des institutions fortes qui pourraient créer un contre-pouvoir, de sorte que, au nom du peuple, ils puissent rappeler au nouveau gourou ou au président qui veut se transformer en gourou ou en empereur ou en ceci,
Non, vous n'avez pas le droit, monsieur. Et un rappel à l'ordre systématique se fait. Parce qu'aujourd'hui, vous regardez, il y a dans certains pays, on attend. Quand on arrive dans l'année électorale, c'est là qu'on change les constitutions. Et moi-même, je dis que changer les constitutions, là, il faudrait qu'on revoie la méthodologie qui nous amène à changer, à pouvoir changer. Il y a des pays où on change les constitutions sans même demander au peuple, sans même faire un référendum pour que le peuple puisse analyser ce que vous avez changé. Nuitamment, on se cache et puis on fait des antidatés. Et des mecs, quand on n'a pas dit, oui, il y a le décret tant qui a été pris, il y a ceci qui a été arrêté. Voilà. Vous voyez, tellement on est entré dans la malhonnêteté qu'on ne peut pas s'en sortir. Donc tout à l'heure, je suis d'accord avec lui, il dit que les gens deviennent gauchos ou du moins. Non, comme dirait l'autre, ils rentrent dans la nuiscurité quand ils atteignent ce pouvoir-là. Quand ils deviennent président, c'est fini. Pour eux, le monde s'arrête. Merci, M. Anissé Douou. Je rappelle que vous êtes analyste politique et urbaniste. Et avec vous, M. Désiré Angoura, écrivain et analyste politique. Avec vous, messieurs, nous avons parlé de la limitation des mandats présidentiels en Afrique. Quel défi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.